Certaines des plus grandes fortunes de ce monde se sont faites grâce à des investissements qui allaient contre la foule, contre la pensée dominante, ce que l'on appelle des investissements contrariens. Et pour qui achète ces actifs à prix cassé, pour peu bien sûr que la foule se soit trompée, eh bien la plus-value qui s'en suivra sera substantielle. On va voir dans cette vidéo 5 investissements contrariens dans cet esprit-là, dont les prix aujourd'hui sont bradés et qui pourraient peut-être, si la foule se trompe, constituer des opportunités d'investissement intéressantes. Alors avant de commencer, bien sûr, il faut rappeler qu'acheter des actifs bradés et décotés, cela ne va fonctionner et devenir un investissement à forte plus-value que si le marché se retourne à un moment donné. D'ailleurs, même si le prix de l'actif que vous avez acheté ne baisse pas et qu'il reste à ce prix bas pendant 10 ans, mais sans monter, sans évoluer, eh bien ça vous coûte déjà quelque chose, c'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Parce qu'effectivement, vous avez un coût d'opportunité, c'est-à-dire que l'argent que vous avez bloqué dans l'achat de cet actif qui n'évolue pas, eh bien, si vous l'aviez mis, par exemple, dans un ETF monde, etc., peut-être qu'au bout de 10 ans, il vous aurait rapporté 50%. Eh bien, ces 50% calculés finalement par différentiel, c'est ça que l'on appelle un coût d'opportunité. Alors, passons tout de suite au sujet de la vidéo. La première idée d'investissement contrariant, c'est tout ce qui concerne les énergies fossiles, le pétrole, etc. Donc des entreprises qui sont dans ces secteurs-là. Ces entreprises sont aujourd'hui assez décotées. Alors vous allez me dire, si on regarde le cours de Total en valeur absolue, il n'est pas loin de son plus haut historique. Mais quand on regarde les ratios de valorisation, les multiples de free cash flow de Total, etc., ils sont quand même relativement bas. Alors, il y a une raison à ça, hein, c'est qu'effectivement, les énergies fossiles, ce n'est pas à la mode. On dit que ça va disparaître et que ça va être remplacé à plus ou moins long terme. Mais moi, pour avoir travaillé dans le domaine de l'électricité, j'ai très bien compris comment marchaient un peu les cycles sur les matières premières. On a des cycles de sous-production qui alternent avec des cycles de surproduction et avec des prix finalement qui s'ajustent, mais qui s'ajustent lentement. Je me souviens que dans ma carrière, j'ai vu des prix d'électricité plutôt élevés en 2007-2008. Là, tout le monde essayait de construire des centrales. Après, ils se sont écroulés en 2013-2014 jusqu'à la fin des années 2010. Là, plus personne ne construisait de nouvelles centrales de production d'électricité. Et puis, dès qu'il y a eu quelques petits à-coups, qu'on a eu des problèmes, un peu des productions en moins qui sont tombées en carafe, le problème de la crise ukrainienne, etc., eh bien, on s'est vite rendu compte qu'on n'avait pas investi depuis 10 ans dans le secteur et les prix de l'électricité sont repartis en flèche et sont montés comme ils n'avaient jamais monté et vous avez dû le voir sur vos factures. Eh bien, les énergies fossiles, on peut tenir un peu ce même genre de raisonnement. Actuellement, on a vraiment un sous-investissement dans les énergies fossiles qui en plus peut être renforcé parce que on n'a pas de financement bancaire pour faire de nouveaux projets, en tout cas très peu dans ce genre d'industrie, puisque finalement les banques, avec leurs critères RSE, etc., pour afficher une bonne image, refusent de plus en plus de proposer des crédits pour des projets qui ont trait à l'énergie fossile. Et on peut penser que, même si on veut se passer un jour du pétrole, son besoin dans le monde ne pourra peut-être pas disparaître aussi vite que certains l'anticipent ou que certains le souhaiteraient. Et donc, si ces besoins disparaissent moins vite, finalement, le cycle un peu de sous-production, de sous-investissement qu'on a là, il va se refléter à un moment donné dans les prix et finalement, les compagnies pétrolières, etc., vont vraiment en profiter à un moment donné. Donc voilà notre première idée d'investissement contrarien, le groupe un peu d'entreprises cotées en bourse qui ont une activité fortement liée aux énergies fossiles ou au pétrole. Notre seconde idée d'investissement contrarien, ça va être les foncières cotées. Alors les foncières cotées, vous savez, c'est ces entreprises qui sont cotées en bourse et qui font de l'immobilier avec un peu de levier, c'est-à-dire qu'elles soulèvent de la dette et elles investissent dans des actifs qui peuvent être des actifs commerciaux, des bureaux, des entrepôts logistiques, etc. Et ces entreprises sont à des cours actuellement qui rappellent un peu ceux de la crise de 2008. Alors on a vu qu'on avait eu quelques baisses sur les SCPI, qui elles sont des foncières non cotées. Mais là, voilà, comme on a du levier sur ces foncières cotées, elles ont baissé depuis beaucoup plus longtemps et ce n'était pas des moins 10%. Il y en a qui ont vu leur cours divisé par 2, etc. Et alors, on voit que ces foncières cotées, finalement, elles sont très sensibles à l'actualité sur les taux. C'est-à-dire que dès qu'on a une annonce que les taux vont encore monter, eh bien leur cours va au plancher. C'est ça d'ailleurs qui les a envoyés un peu au tapis.
Et dès que l'on commence à avoir quelques petites anticipations que la politique monétaire de la Fed ou de la BCE va s'assouplir, donc que les taux vont baisser un peu à l'avenir, eh bien, leur cours remonte. Donc finalement, avec les foncières cotées, on vit un peu dans un monde de fous, puisque finalement, c'est les annonces de récession et de moindre croissance qui font qu'on peut avoir des annonces de baisse de taux et qui font remonter leur cours. En tout cas, voilà, c'est un actif qui actuellement, de façon historique, par rapport à l'historique, a vraiment des valorisations très faibles. Donc, dans un aspect contrarien, c'est une idée à regarder. Alors moi, je les regarderai peut-être plus aux États-Unis qu'en Europe, parce qu'on y a des LTV un peu moins élevés. Alors les LTV, c'est le loan to value, c'est le rapport finalement entre l'encours d'emprunt et la valeur des actifs. Mais voilà, il y a aussi des foncières cotées en Europe que vous pouvez regarder. Et si je devais faire ce genre d'investissement contrarien dans les foncières cotées, eh bien, tant qu'à faire, je prendrais des foncières cotées premium, celles qui ont vraiment des actifs premium, les plus beaux actifs, celles qu'on appelle les classes A ou classes A+. Parce que finalement, tant qu'à avoir sur le marché vraiment des actifs qui sont bradés par esprit de la foule qui les a toutes balancées en disant voilà, ça n'a pas d'avenir, etc. Sachant que ça peut être renforcé en plus sur les foncières cotées par les problématiques dont on a pu parler sur les SCPI, avenir du commerce physique, des bureaux, etc. Alors c'est peut-être moins vrai sur celles qui ont des entrepôts logistiques ou des centres de data center, parce que ça existe aussi, hein. Mais voilà, ça peut être renforcé par ça. Et bien voilà, si je faisais un investissement sur un actif, une classe d'actifs vraiment décotée, ben, j'essaierais de prendre tant qu'à faire celles qui ont les plus beaux actifs, puisque on me propose des choses à prix bradé, eh bien c'est l'occasion, et si jamais la foule se trompe et que c'est l'occasion d'une vie, on ne va pas prendre celles qui ont les actifs les moins bien, même si elles décotent peut-être encore un peu plus, puisqu'on peut avoir des actifs premium et les plus belles foncières cotées finalement à un prix déjà assez bradé. Alors je ne donne pas de conseils précis sur tel titre, parce que je vous rappelle que c'est juste une vidéo pédagogique pour vous donner des idées, mais que ce ne sont en aucun cas des conseils en investissement, ce que je fais là. Alors notre troisième idée d'investissement contrarien, eh bien ça pourrait être le Japon. D'ailleurs, le Japon, on a quelques investisseurs value qui ont été. On a Michael Burry qui a fait des achats là-bas, qui est l'homme dont s'est inspiré le film The Big Short, justement sur les shorts de la crise des subprimes, donc un investisseur qui va toujours un peu à contre-courant. Il y a Buffett, alors peut-être pas forcément lui-même, mais en tout cas la société de Warren Buffett, par l'intermédiaire de Ted et Todd probablement, qui a acheté également des positions au Japon. Donc on a un peu des investisseurs contrariens qui vont au Japon. Alors pourquoi ils vont au Japon? Parce que d'abord, le Japon est un pays développé et qu'on a des valorisations des entreprises qui sont vraiment au plus bas. On a des choses qu'on ne trouve pas en Europe. Alors on voit par exemple sur ce graphique que c'est assez net si on compare aux actions américaines. On rajoute une couche également. Le yen, si on compare au dollar en parité de pouvoir d'achat, il est également décoté. Donc si avec vos euros ou vos dollars, vous allez acheter des actions japonaises en yens, vous allez également pouvoir avoir un surplus de pouvoir d'achat grâce à ça. Alors ces graphiques sur le Japon, je les ai pris dans un rapport récent du fonds d'investissement GMO. Il y en a beaucoup d'autres et une analyse plus détaillée et plus poussée sur le Japon. Alors il est en anglais, mais pour ceux que ça intéresse de creuser ça plus en détail, je mets le lien vers le rapport dans la description de la vidéo. Les entreprises d'ailleurs sont tellement décotées que là-bas, c'est quasiment le seul pays développé où on trouve encore pas mal de net-net. Alors qu'est-ce que c'est les net-net? C'est des entreprises, des actions finalement, dont la valorisation est inférieure au cash net qu'elles ont dans leur caisse. C'est-à-dire, par exemple, vous avez une entreprise qui a 10 millions dans ses caisses, eh bien sa valorisation est à 8 millions. Ça veut dire en gros que vous êtes payé pour acheter le business opérationnel. D'ailleurs, je salue mes amis des Dobas qui se sont fait entre autres une spécialité d'étudier ce genre d'opportunités sur le Japon et sur des net-net japonaises. Enfin, il y a un dernier graphique que j'ai vu récemment dans le rapport d'un fonds qui avait des intérêts au Japon. Alors malheureusement, je n'ai pas réussi à remettre la main dessus. Mais en gros, ce graphique, il montrait le pourcentage de la capitalisation du marché japonaise relativement à la capitalisation des actions mondiales. Et on voyait qu'en 1990, les actions japonaises, leur capitalisation représentait 50% de la capitalisation totale des actions dans le monde. Alors forcément, c'était exagéré puisqu'on était en pleine bulle japonaise. Mais ce graphique, il montrait que depuis, ça avait sans cesse décliné pour arriver aujourd'hui à une représentation de la capitalisation des actions japonaises dans la capitalisation mondiale de seulement 6%. Donc on peut se demander si le pendule n'a pas fait le balancier un peu trop dans le sens inverse. Et donc si ça ne renforce pas l'idée d'une opportunité d'investissement contrarien sur le Japon.
Alors, effectivement, si c'est décoté comme ça le Japon, c'est qu'il peut y avoir quelques interrogations sur le Japon, notamment sa démographie déclinante et son endettement public sur le PIB. Mais ce qu'on voit justement, c'est que cette démographie un peu déclinante, etc., eh bien, le Japon est encore le seul pays de l'OCDE où les taux sont restés encore relativement bas, ce qui est plutôt bon pour la bourse et pour les actions. Finalement, il y a de la dette, mais si on regarde en net, que ce soit sur les particuliers ou sur les entreprises, eh bien, on a quand même de la trésorerie finalement. Voilà, on a des dettes, mais on a aussi du cash. Et puis, la mentalité un peu évolue, la mentalité entrepreneuriale évolue. On était un peu dans un système où on ne pouvait jamais virer les employés, etc., un peu à la japonaise. Voilà, ça s'occidentalise un peu progressivement. Et justement, pour ces entreprises qui, finalement, n'utilisent pas assez leur cash, n'investissent pas assez leur cash ou le distribuent pas, même la bourse de Tokyo est en train de commencer à faire un petit peu en version légère du name and shame pour montrer les entreprises qui décotent par rapport à leurs fonds propres, qui ont une valeur par rapport à leurs fonds propres qui est inférieure à 1. Et bon, même si c'est léger, on sait que la fierté des Japonais, le name and shame au Japon, etc., ça peut avoir un peu d'effet. Donc les choses évoluent un peu, et donc le Japon, c'est une troisième idée d'investissement contrarien actuellement. Alors moi, mes actions japonaises, je les achète grâce au courtier Interactive Brokers. Il y en a quelques-uns qui les font, mais ça ne va pas être tous les courtiers de base qui vont vous permettre d'acheter des actions japonaises individuelles. Alors il y a un petit détail à savoir aussi sur les actions japonaises individuelles, c'est qu'on doit absolument les acheter par lot 200. Alors après, voilà, le yen, c'est pas forcément, je crois qu'un euro, ça fait 120 ou 130 yens, hein, donc on n'en a pas forcément pour une grosse somme. On peut acheter 100 actions japonaises et puis avoir une ligne de 1000 euros, mais c'est quand même quelque chose à savoir. Notre quatrième idée d'investissement contrarien, eh bien, ça va être les small caps françaises. Et je mets le cinquième avec, qui vont être les small caps européennes et internationales. Alors j'ai un peu triché, je fais le 4 et 5 dans un même groupe. Vous allez me dire, j'ai fait ça pour mettre le fameux nombre impair sur le titre de la vidéo YouTube qui fait plus cliquer. Vous n'auriez pas tout à fait tort. Donc pourquoi c'est un investissement contrarien, nos amis small cap? Eh bien parce que depuis 2018, donc ça commence à durer, elles ont entamé un cycle de sous-performance assez important par rapport aux large cap et aux plus grandes capitalisations. On a vraiment un retard de performance, par exemple en France, du CAC Small par rapport au CAC 40. À l'étranger, on l'a également sur le Russell 2000 par rapport au S&P 500, même si c'est dans des proportions un peu moindres. Et en Europe, c'est la même chose. Alors, qui dit retard de performance, bien, ça fait qu'au bout d'un moment, on a des ratios de valorisation des entreprises small cap qui sont sensiblement inférieurs à ceux des entreprises qui sont des large cap. Il y a un graphique qui peut être intéressant à regarder là, qui est la décollecte et la collecte nette finalement des fonds. Et on voit que finalement, on a de la collecte sur les fonds large cap, sur les fonds diversifiés, mais on a de la décollecte en Europe sur les fonds small cap. Alors comment ça s'explique? Je sais que William Higgins disait par exemple qu'une partie des flux qui allaient vers les small cap avaient été captés ces dernières années par ce qui allait vers le private equity qui avait su faire un marketing assez performant. De l'autre côté, les large cap, etc., on a tous les flux un peu ETF, etc., qui vont vers les indices. Les small cap ne sont pas dans les indices. Donc voilà, on a eu moins de flux entrants et même des flux sortants de ces small cap. Bon, comme tout, au bout d'un moment, ça peut arriver à un point de rupture parce que quand ça devient vraiment décoté, il y a un retournement de cycle. Dans la décollecte, on a aussi des gens qui sortent probablement parce qu'ils se disent depuis 5 ans, les small cap ne sous-performent, etc., je n'en veux plus. Mais si le signal s'inverse et qu'elle recommence à surperformer, ces flux pourraient aussi revenir vers les small cap. Donc voilà, les small cap, à l'heure où je parle, dans cet esprit-là, c'est une idée d'investissement contrariante. Alors j'en profite puisqu'on me demande souvent comment je trouve des idées de small cap à analyser. Souvent, je regarde les constitutions des fonds que j'aime bien, des fonds performants, des fonds d'ailleurs que parfois j'ai dans mes PER, et d'ailleurs même souvent j'ai dans mes PER ou mes assurances vie. Et donc, quand je veux investir dans des small caps en direct, alors je les étudie en détail, mais pour trouver des idées, finalement, pour avoir une présélection, j'aime bien regarder ce genre de fonds. Alors, par exemple, en France, je regarde le fonds Indépendance et Expansion de William Higgins dont on a parlé. Je regarde le fonds HMG Découverte. Je regarde le fonds Moneta Micro-entreprise. J'aime bien regarder un peu les lignes qu'il y a dedans sur les rapports de gestion. En Europe, je vais regarder le fonds Indépendance et Expansion Europe. Je vais regarder aussi les fonds Cobas Asset Management de Francisco Garcia Parames, qu'à une époque, mais ça commence à dater parce qu'il a sous-performé ces dernières années, on appelait le Warren Buffett espagnol, et qui lui est vraiment un pur value, qui veut absolument de la décote.
qui d'ailleurs, même voilà, pendant qu'on était sur les taux bas, le tout croissance, etc., lui, vraiment, il regardait son indice de décote sur capitaux propres par rapport au reste du marché, etc. Donc il a des large cap, des small cap, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en sus de son portefeuille international, il a un portefeuille ibérique sur l'Espagne et le Portugal, donc ça peut me donner des idées un peu sur l'Europe. Et là, on a parlé de fonds qui sont plutôt orientés value, sur des small caps un peu plus orientés croissance. J'aime bien les fonds Gay-Lussac, micro-entreprise France ou Europe. Alors pareil, c'est des fonds dans lesquels je participe aux frais de gestion parce que je les ai dans des PER et des assurances vie comme ça en gestion finalement passive, enfin déléguée à ces fonds. Mais c'est aussi des fonds dont je regarde les rapports de gestion pour m'inspirer et pour me trouver des idées de lignes que je veux potentiellement me faire en direct et en propre après analyse. Donc voilà pour cette vidéo sur 5 idées d'investissement contrarien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, s'il y a des idées que vous aviez déjà eues, s'il y a parmi ces 5 pistes des choses sur lesquelles vous êtes vous-même investi et avez eu ce raisonnement d'investissement contrarien. Dites-moi également si cette idée de vidéo vous a intéressé pour que je sache au mieux à l'avenir quoi vous proposer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je rappelle mes livres d'investissement sur l'immobilier et la bourse que je mettrai en sus de cadeaux gratuits à télécharger pour investisseurs dans la description de la vidéo. Je vous dis à bientôt sur Blog Mes Investissements et la chaîne associée.